Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une affaire qui a vraiment fait des vagues dans le paysage politique et judiciaire français. Tout est parti d'une seule petite phrase. Enfin, petite façon de parler. Une phrase lancée en plein débat télé et qui a mis le feu aux poudres. Au centre de tout ça, on a Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Et face à lui, Jordan Bardella. Et là, Faure aurait qualifié Bardella, et par extension tout le Rassemblement national, de nazi. C'est ça. Et la source qu'on analyse aujourd'hui, qui est une retranscription d'une vidéo de la chaîne Le Révélateur, elle est très précise. Elle cite les mots exacts. Mot pour mot. La phrase c'est « Je crois que le résultat des élections européennes révèle beaucoup de gens car les nazis sont devenus plus forts lors de ce scrutin. C'est ça, direct. » Très direct. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, quand Bardella demande de qui il parle, la réponse fuse frappée « Vous savez bien que je parle de vous ». Bon, là on ne peut pas être plus clair. Exactement. Et c'est important de bien poser ça. Notre but ici, c'est pas de juger, mais de décortiquer comment cette source raconte l'histoire, comment elle enchaîne les faits, quels arguments elle met en avant. Parce que ce texte ne se contente pas de relater un clash, il construit tout un récit. Un récit qui va de la déclaration aux conséquences juridiques. Et même au-delà, jusqu'à ce que la source présente comme une autre victoire, judiciaire elle aussi, pour le RN. C'est cette construction qu'on va explorer. Alors, allons-y. D'après cette analyse, l'effet est immédiat. Ce n'est pas vu comme un simple dérapage. Non, pas du tout. Venant du chef d'un parti comme le PS, visant un adversaire qui pèse, d'après le texte, presque 27% dans les sondages, l'accusation prend une toute autre ampleur. Oui, elle bascule tout de suite dans le champ pénal potentiel. La source insiste beaucoup là-dessus. L'argument, c'est qu'un homme politique de ce niveau, il connaît le poids des mots. Le mot nazi, c'est pas anodin. Ce n'est pas une insulte comme une autre. Voilà. Ce n'est pas utilisé par hasard. Et c'est ça qui, selon le révélateur, fait passer l'affaire du débat politique à l'arène judiciaire. Et justement, comment ça se met en place, cette arène judiciaire? Alors, le document est très factuel sur ce point. Il rapporte que plusieurs plaintes pénales ont été déposées tout de suite après. Pour quel motif? Pour incitation à la haine, la source cite même les bases légales. Ah oui, Oui, l'article 24 de la loi sur la presse et l'article R 625-7 du Code pénal. d'accord. Pour nous qui ne sommes pas juristes, ça veut dire quoi concrètement? C'est une bonne question. En gros, l'article 24, c'est le texte de référence pour tout ce qui est provocation à la haine ou à la violence. C'est un délit. L'autre article du Code pénal, lui, y punit l'injure discriminatoire, même non publique. Donc, en combinant les deux, En combinant les deux, la stratégie juridique décrite, c'est de dire ce n'est pas juste une injure, c'est une injure qui est dangereuse. Elle incite à la haine contre un groupe de personnes, ici les membres du RN. et les sanctions mentionnées dans le texte sont... Assez spectaculaire. On parle de 5 ans de prison, d'amende colossale, ça paraît énorme. C'est le maximum théorique, bien sûr. Personne ne s'attend à ça. Mais en citant ces chiffres, la source veut montrer la gravité de l'infraction présumée. L'idée, c'est que ça dépasse la liberté d'expression. C'est ça l'argument central. C'est exactement ça. Le document est très clair. Comparer ses adversaires aux nazis, ce n'est plus une opinion, c'est les désigner à la vindicte populaire. Le texte qualifie ça d'infraction pénale caractérisée, et même d'appel déguisé à la haine. En disant que ça pourrait créer un climat de violence. Voilà, contre les élus ou les simples militants du parti. Face à une telle menace judiciaire, on pourrait s'attendre à une tentative de calmer les choses, mais là, pas du tout. C'est tout l'inverse, et c'est un point clé dans l'argumentaire du révélateur. Loin de faire machine arrière, Olivier Faure en aurait rajouté une couche dès le lendemain. Ah oui? Oui, dans une interview. La source rapporte une nouvelle citation, encore plus directe si c'est possible. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Celui qui s'engage consciemment dans un parti comme le RN est un extrémiste de droite, un nazi. D'accord. Donc là, pour la source, il n'y a plus de doute. Ce n'était pas un dérapage, c'était totalement délibéré. C'est la preuve, selon eux, d'une stratégie consciente. Et c'est là que l'analyse va plus loin. Elle accuse Faure non seulement d'insulter, mais de mener carrément une campagne de désinformation. Le but, salir l'image du RN. C'est une accusation très forte, ça, campagne de désinformation. Est-ce que la source donne des exemples pour étayer ça? Oui, et c'est là que l'argumentaire se construit vraiment. Le texte donne plusieurs exemples précis. D'abord, il parle de plans de déportation du RN. Une allégation que la source qualifie de totalement inventée. D'accord, premier exemple. Ensuite, des accusations de financements étrangers, par la Chine, la Russie. Mais là-dessus, la source prend soin de préciser, selon elle, qu'il s'agissait soit d'enquêtes qui n'ont rien donné, soit que les personnes visées ont été blanchies.
Le message est donc que ce sont des mensonges volontaires, pas des erreurs. C'est ça. C'est présenté comme une stratégie délibérée. Et pourquoi? Quelle serait la motivation, d'après cette analyse? L'explication avancée est très politique. Pour la source, les partis traditionnels auraient peur. Peur de ce que le texte appelle la vérité crue, que le RN mettrait en avant. Sur quel sujet? Des sujets comme l'immigration, l'économie ou la liberté d'expression. Le récit qui se dessine est clair, un système qui mentirait pour se protéger face à un parti qui oserait dire la vérité. Et c'est là que l'analyse prend un virage vraiment intéressant. Pour contrer l'accusation de nazisme, la source ne se défend pas seulement, elle contre-attaque. Ah oui, elle retourne l'accusation. En allant chercher dans le passé militant d'Olivier Faure lui-même. Exactement. C'est une rhétorique classique du miroir. Le document parle du comble de l'hypocrisie, et il s'appuie sur une phrase qu'aurait prononcée Faure. Laquelle? J'ai commencé la politique en m'engageant contre la droite, en étant actif chez l'Antifa. Et cette phrase, elle devient la pièce maîtresse de la contre-attaque. D'accord. Et à partir de là, j'imagine que la source va définir ce qu'elle entend par Antifa. Bien sûr, et cette définition est cruciale pour la suite. Le mouvement est présenté comme un groupe d'extrême gauche, surveillé par les services de renseignement. Et surtout, le document va systématiquement l'associer à des actions violentes. Il y a des exemples précis de cette violence Antifa? Oui, très précis. Le texte mentionne des veillées pour des policiers décédés qui y auraient dégénéré à cause d'eux. Et plus grave, il affirme que des militants Antifa se vanteraient d'incendier les voitures d'opposants politiques. Ah oui, quand même. Il y a même un cas daté, le 21 août, un véhicule incendié devant le domicile d'un député à Paris. L'idée est de dresser un portrait très sombre de ce mouvement. Et donc, de renvoyer l'accusation d'extrémisme à l'envoyeur. C'est exactement ça, la tactique du miroir. On ne nie pas seulement, on dit « regardez qui nous accuse ». L'argument final, c'est celui de la double morale, de la tartufferie politique. La personne qui nous traite de nazis aurait elle-même, selon cette analyse, fréquenté un milieu jugé tout aussi extrémiste et violent. Le but est de détruire la crédibilité de l'accusateur. Alors, on a cette attaque très frontale, cette accusation d'hypocrisie. On pourrait penser que l'argumentaire s'arrête là. Mais pas du tout. La source change complètement de sujet. Oui, elle opère une transition assez habile. Et elle nous emmène sur un tout autre terrain, une bataille judiciaire gagnée par le RN. Mais cette fois, ce n'est pas contre un parti politique, c'est contre une figure de l'État. Et pas n'importe laquelle, non. Le texte met en avant le cas de Laurent Nunez, décrit comme une figure importante du renseignement intérieur. Et que lui reprochait le RN? De les avoir dénigrés publiquement. Selon la source, il aurait affirmé que le parti n'avait quasi aucune solution politique concrète et manquait de programme structuré. Et ça a fini au tribunal? Exactement. Et c'est un cas des causes très intéressant parce que ça touche au devoir de neutralité des hauts fonctionnaires. La source décortique le jugement. Et c'est assez subtil. C'est-à-dire? D'un côté, le tribunal reconnaît la grande liberté d'opinion. Donc, certaines déclarations de Nunez ont été validées. D'accord, le RN n'a pas tout gagné. Non, et le document le reconnaît. Mais il y a un mais qui change tout. Et c'est? C'est le point crucial. Le tribunal a jugé que les propos sur le manque de solutions et de programmes violaient le devoir de neutralité de l'administration. L'argument qui a été retenu d'après la source, c'est qu'un représentant de l'État ne peut pas faire une évaluation partisane de la qualité du programme d'un parti. Je comprends. Il a le droit d'avoir une opinion, mais pas de la formuler comme un jugement de valeur en tant que haut fonctionnaire. C'est précisément ça. Il n'a pas le droit de dire si les propositions sont bonnes ou mauvaises, concrètes ou pas. Et pour le RN, d'après la source, c'est bien plus qu'une simple victoire juridique. Ah oui, c'est présenté comme une victoire énorme, une preuve irréfutable. Pourquoi irréfutable? Parce que, pour la source, ça confirme leur thèse de toujours. La thèse que l'appareil d'État, les services de renseignement, ne seraient pas neutres. Qu'ils agiraient par loyauté au gouvernement en place. Voilà. Et cette décision de justice, c'est comme un tampon officiel sur leur discours. C'est une manière de dire « vous voyez bien qu'on ne déraille pas ». La justice elle-même reconnaît que l'État a un parti pris contre nous. Donc, si on fait le bilan du parcours que nous propose ce document, c'est assez impressionnant. On part d'une accusation de nazisme sur un plateau télé Topsy. qui déclenche une bataille juridique féroce. Et pour finir, on change complètement de sujet pour mettre en avant une victoire judiciaire du RN contre un haut fonctionnaire. Oui, dans le but de prouver le manque de neutralité de l'État. C'est un récit très construit. Extrêmement cohérent, vu sous cet angle. La source dépeint un conflit sur deux fronts en même temps. Il y a le front politique, médiatique, où les mots deviennent des armes judiciaires. Une insulte n'est plus une opinion, c'est un délit potentiel. Et l'autre front?
C'est le front institutionnel. Le RN utiliserait le droit, les tribunaux, comme un levier. Un levier pour se légitimer et pour tenter de prouver son grand argument, celui d'être la victime d'un système. C'est une stratégie de légitimation par le droit, en quelque sorte. C'est une excellente façon de le dire. Chaque petite victoire est transformée en preuve du bien fondé de leur combat. Et en se basant sur tout ça, sur ces événements tels qu'ils sont racontés par la source, il y a une question de fond qui se pose et qui nous dépasse un peu. Laquelle? Dans une démocratie où tout est de plus en plus polarisé, où est la frontière? La frontière, de plus en plus floue, entre la critique politique, même très dure, qui est nécessaire, et l'incitation à la haine, qui est un délit. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, jusqu'où le devoir de neutralité de l'État doit-il limiter la liberté d'expression de ses propres fonctionnaires? C'est tout l'équilibre de notre débat public qui est en jeu, en fait. C'est exactement ça, une question complexe, sans réponse facile.